Bonjour et bienvenue à l'émission Le communautaire en action, une émission durant laquelle nous entendrons des travailleurs, bénévoles, partenaires, utilisateurs des services nous parler de leur expérience avec le milieu communautaire. Le sujet de l'émission aujourd'hui, Émilie, c'est vivre en famille. Oui, Martin, aujourd'hui, on va parler des organismes familles, donc ceux qui concentrent leur mission sur la famille. On va voir quel genre de services ils peuvent organiser, que ce soit au niveau de la garde-répit, divertissement, soutien parental au développement des aptitudes. On va tout voir ça dans l'émission d'aujourd'hui. Justement, tu nous as préparé un reportage sur les organismes familles et toute la gamme d'activités qu'ils offrent à la communauté. Oui, le reportage d'aujourd'hui va parler des maisons de la famille et, comme tu le mentionnes, des organismes familles qui ne sont pas à proprement parler des maisons de la famille, mais qui desservent cette clientèle-là. On va parler des services, des activités qu'ils offrent, puis leur façon de fonctionner. Et pour la chronique, tu vas nous présenter un organisme qui s'occupe des familles monoparentales et recomposées. Oui, Martin, l'organisme en question s'appelle l'AFMRO, pour Association des familles monoparentales et recomposées de l'Outaouais, qui va nous parler des réalités des familles monoparentales et recomposées d'aujourd'hui. Une maison de la famille, c'est un endroit de rencontre, d'échange, d'activités, de ressourcement et plus encore. Il en existe 3 à Gatineau, soit la maison de la famille de Gatineau dans le secteur Gatineau, la maison Alcide Clément dans le secteur Hall et la maison de la famille de la Vallée de la Lièvre dans le secteur Buckingham. En fait, une maison de la famille, c'est un milieu de vie, c'est un lieu de rassemblement où l'ensemble des familles de la communauté puissent participer aux activités, venir rencontrer des gens, créer des réseaux d'entraide. Tu sais, on dit se faire des amis, c'est important dans la vie, bien, c'est un lieu pour y arriver. En fait, nous, à la Maison de la famille, ça commence dès la naissance avec nos frimousseries et on se rend jusqu'au cours de gardiens-gardiennes avertis. À travers ça, il y a une panoplie d'activités, dont des ateliers parents-enfants. Le tic-tac-toc qu'on appelle pour les 2 à 5 ans, en fait, c'est un atelier qui permet aux parents de faire du bricolage, créer des réseaux aussi avec les autres parents, mais aussi créer la relation parent-enfant. Puis ce qui est bien aussi avec cet atelier-là, les parents sont participants, mais participent aussi à la création des bricolages, de la lecture, des histoires et tout ça. Donc, c'est plaisant. Ils font vraiment partie prenante du programme. On a aussi des ateliers de cuisine qu'on a dans les écoles, le Papa de débrouille, mais la particularité de ce projet-là, c'est qu'on parle d'intimidation. Et nous, ce n'est pas nouveau. Ça fait au-delà de, je te dirais, pas loin de 10 ans qu'on en parle de l'intimidation. Étant donné qu'on travaille avec les écoles, ceux-ci nous en avaient parlé, donc on a créé un petit atelier pour inviter les jeunes à en discuter puis leur rappeler l'importance de ne pas le faire. Puis si tu es témoin, mais quoi faire si ça arrive aussi? En fait, c'est de donner des outils aux parents qui vivent des petites difficultés et très souvent, les parents ont les réponses à leurs questions, mais ils ont juste besoin de se faire valider dans leur rôle parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la vie va vite. Être parent, c'est pas toujours évident et on n'arrive pas. L'enfant n'arrive pas avec un manuel, donc il faut toujours y travailler. La Maison de la famille, on est ici pour aider les gens dans le besoin. Aussi bien les gens dans la pauvreté que les gens qui ont besoin de l'aide, même pour enfants, pour l'écoute. On est ici pour aider les gens dans le besoin. L'historique de la maison, cette année, en 2016, sera la 20e année de la maison Alcide Clément. L'historique de la maison ont commencé, c'est monsieur et madame Clément qui ont fait l'ouverture de la maison. Sont encore en vie tous les deux. Madame Clément fait du bénévolat ici tous les mardis. À part ça, on a acheté ici, c'était une toute petite maison, et puis on a fait agrandir pour avenir à ce qu'on a présentement. Ce sont des portes tournantes. Laisse-moi t'aider, dit maman.
Je peux le faire tout seul. Et nous, ici, on est situé dans le secteur Vieux-Hall. Donc, il y a beaucoup de gens ici dans le besoin qui ont besoin la pauvreté. La pauvreté ici, dans le secteur Vieux-Hall, on travaille aussi en collaboration avec le Jutami, la Manne de l'Île. Donc, c'est des gens dans le besoin. La collaboration des maisons de la famille avec les autres organismes communautaires ainsi que les commissions scolaires permet l'existence de programmes et de projets diversifiés pour répondre aux besoins des familles. En fait, je vais te dire que la Maison de la famille ici sur le territoire est très choyée. On a des excellents partenaires. J'ai peur d'en oublier, mais je vais en nommer quelques-uns que les gens sont au courant, que les gens entendent parler en fait davantage. On a le TIC géant avec lequel on a une super belle collaboration. Christine va nous donner le surplus de ses inventaires qu'elle a, tu sais, en fin de saison et tout ça. Ensuite, évidemment, on a le Club Lion. Le Club Lion avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. Moi, ça fait près de 19 ans que je suis à la Maison de la famille et cette collaboration était déjà présente. On a aussi un partenaire aussi qui est super génial, c'est les Chevaliers de Colomb avec lesquels aussi, ça fait des années, plus de 19 ans aussi qu'on travaille en collaboration avec eux dans divers projets. On a Matériaux Bonhomme avec le projet Gardons les enfants au chaud. Ça permet aux enfants d'obtenir un costume d'hiver. Je comprends. Il fait dodo, oh mon Dieu. Puis là, c'est trop longtemps. La Maison de la famille, ça le dit, le mot le dit, c'est famille. Nous, la famille, elle commence à une personne. Puis la famille, c'est du bébé à naître pour nous à la personne âgée. Donc, c'est tout ce monde-là. Oui, c'est sûr, on fait beaucoup d'activités familiales et ça le dit, centre d'animation familiale. Mais aussi, on fait aussi ce qu'on appelle de l'intervention de quartier. Donc, c'est plus axé pour le quartier, un quartier délimité. Nous, en fait, où est-ce qu'on n'est pas vraiment la maison de quartier non plus, c'est que c'est plus grand, c'est plus large que juste notre quartier. On ne refuse pas de gens là, qui viennent ici. Et aussi, c'est au niveau de nos interventions. On fait beaucoup d'interventions individuelles. On fait des interventions individuelles, familiales et naturellement des interventions au niveau du quartier. Les familles qui recherchent des activités du milieu communautaire peuvent également se joindre à leur maison de quartier ou encore au centre pour femmes. Des tonnes d'activités familiales sont régulièrement organisées par ces organismes. Vivre en famille, chacun le fait à sa façon, selon ses réalités. Puis, dans notre société actuelle, une réalité qui est de plus en plus répandue, ce sont les familles monoparentales et reconstituées. Pour nous en parler, je rencontre Mme Lynne Beauchamp de l'Association des familles monoparentales et reconstituées de l'Outaouais. Bonjour, Mme Beauchamp. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci vous-même. Oui, merci. Alors, dites-moi tout d'abord, quelles sont les statistiques relatives aux familles monoparentales et reconstituées en Outaouais? Selon le recensement de 2011, c'est 18 % de la population en Outaouais qui représente une famille monoparentale actuellement. Et l'ensemble du Québec, c'est 16,6 %. Donc, on est même plus élevé que certains secteurs de la province du Québec. Puis, ces familles-là, quels sont les trucs qui peuvent vivre différemment des autres familles dans leur quotidien? Mais c'est sûr, sur le plan financier, c'est ça principalement. Et le manque de ressources et de soutien, c'est principalement les deux enjeux principaux que les familles monoparentales peuvent vivre actuellement. Et d'autant plus avec tous les coupures et les compressions budgétaires, on le ressent aussi dans nos familles et ça a un impact aux enfants aussi. Puis, quand on parle de famille recomposée, donc c'est un nouveau conjoint qui se joint à la famille, quelles sont les conditions gagnantes pour que ce nouvel arrivage dans la famille fonctionne bien? La communication.
je dirais, c'est la première étape, vraiment de tout discuter avant l'aménagement. Donc, vraiment discuter des tâches, des responsabilités, des rôles de chacun, pour vraiment préparer autant les parents que les enfants dans la situation. C'est souvent ce qu'on voit, c'est précipité par l'amour, le coup de foudre et la discussion et les communications sont mises de côté, qui fait en sorte qu'il y a des répercussions par la suite. Puis, ici, à l'Association des familles monoparentales et recomposées, quel genre de services vous offrez à ces familles-là? Nous, on a beaucoup du soutien de la relation d'aide. Ils ont 4 rencontres gratuites qui peuvent bénéficier. Ensuite, on a, évidemment, on peut voir derrière nous la friperie qui peuvent prendre avantage autant pour les vêtements, il y a des couches, il y a des formules, de la formule pour les enfants, il y a des jouets. Nous, on offre aussi des ateliers, on offre des conférences, autant sur des capsules judiciaires, qui est très populaire chez les familles, autant qu'on offre du soutien pour les pères, les mères et les enfants. Puis, quand on fait des rencontres entre les parents, est-ce que quel genre d'avantages ou de discussions peuvent se ressortir de ces rencontres-là? Souvent, on parle de toutes les émotions qui peuvent subvenir. Là, on travaille beaucoup au niveau de la relation conjugale qui a été transférée dans la relation parentale pour éviter les conflits parentaux. Ce qu'on voit aussi, les enfants qui sont pris dans les conflits de loyauté. Donc, vraiment sensibiliser les parents à aller travailler le deuil qui est fait par rapport à la séparation intacte. Puis, quand une nouvelle famille aurait besoin d'aide, comment ça se déroule normalement, l'accueil ou l'approche avec les nouvelles familles chez l'association? Les gens nous appellent habituellement, puis on débute avec habituellement la relation d'aide pour faire un peu un dépistage de la situation. Alors, voir si c'est plus une femme qui aimerait retourner au marché du travail, on a des programmes en employabilité, ou encore c'est de plus des besoins immédiats, donc des vêtements, du dépannage alimentaire ou encore c'est plus du soutien de l'accompagnement, des cours de coparentalité. On peut faire un peu un dépistage des besoins selon la rencontre qu'on fait. Puis, en tant qu'organisme communautaire, vous travaillez beaucoup avec d'autres organismes. Avec quel organisme plus spécifiquement, puis de quelle façon se passe le partenariat? On travaille beaucoup avec les centres jeunesse. Alors ça, c'est principalement nos partenaires les plus omniprésents chez nous. Donc, on fait les visites supervisées ici aussi. Alors, c'est un service qu'on offre, mais on offre aussi, on travaille avec des centres d'hébergement pour femmes violentées. On travaille en collaboration avec les maisons de famille. On travaille beaucoup avec la ville de Gatineau au niveau des comités de famille. On est impliqué un peu partout sur plusieurs tables de concertation et regroupement là, pour faire partie de la communauté et travailler avec tous les organismes qui desservent les familles actuellement. Merci beaucoup, Mme Beauchamp. Ça me fait plaisir. Les maisons de la famille offrent leurs services à toutes les familles, peu importe leur situation sociale, financière, mais il existe aussi des services plutôt dirigés vers les familles plus vulnérables. Oui, c'est vrai, Martin. Hein, même si on est plus aisé financièrement, parfois c'est difficile de vivre en famille puis de bien exercer son rôle parental. Les maisons de la famille sont là pour ces gens-là, autant pour ceux qui sont un peu moins bien aisés. Mais comme tu l'as mentionné, certains services sont plus axés sur les familles défavorisées. Puis justement, notre collaboratrice Sylvie a rencontré Dr Anne-Marie Bureau du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, qui va nous parler de leur approche pour les familles défavorisées. Bonjour, Anne-Marie Bureau. Bonjour. Vous êtes impliquée beaucoup au Centre de pédiatrie sociale de l'Outaouais. On connaît beaucoup celui du Dr Julien, dans le quartier Hochelaga à Montréal. Et donc, pourquoi ici, dans l'Outaouais? Pourquoi? La réponse courte, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui en ont besoin, je le dirais comme ça. L'histoire du Centre de pédiatrie sociale dans l'Outaouais, de la pédiatrie sociale, en fait, c'est que Dr Julien a travaillé dans l'Outaouais dans les années 90. Il est venu semer des petites graines. Lui, il est reparti à Montréal. Mais il nous a laissé, il nous a transmis le goût de faire autrement, nous aussi, puis de soigner ces enfants-là de façon différente et terriblement efficace. Et c'est en 2008, donc plusieurs années plus tard, où il y a eu vraiment, où les étoiles se sont alignées et où à la fois il y a des médecins pédiatres, des médecins omnipraticiens, mais aussi ces 3S de Gatineau et les centres jeunesse qui ont décidé de se mettre ensemble, de mandater nos fondatrices, Mme Couvillon puis Mme Caron, puis de partir un premier centre à Gatineau. Et est-ce que le centre, justement, le quartier ciblé, oui, c'était très important pour le centre de pédiatrie sociale en particulier? Et pourquoi c'est très important d'être impliqué dans un quartier? Il faut se rappeler que, bon,
D'une part, la pédiatrie sociale, c'est une approche de proximité. Or, à Gatineau, on sait que notre quartier est beaucoup trop grand, mais c'est aussi le premier centre en Outaouais. Ce quartier-là, le Vieux-Gatineau, a été ciblé parce qu'il n'y avait pas d'organisme communautaire, il n'y avait pas d'entreprise sociale qui s'occupait de famille à cette époque-là. Okay. On avait la Soupière de l'Amitié, on avait Entraide familiale, mais on n'avait pas encore de comité de vie de quartier, de maison de maison de la famille. Donc, le Centre de pédiatrie sociale s'est implanté dans ce quartier-là, porté par la population puis par les entreprises de ce petit quartier-là. OK. Et maintenant, vous avez un deuxième endroit que vous avez ciblé, j'imagine, pour les mêmes raisons, absolument, dans un quartier qui est plus défavorisé. Dans le Vieux-Hall, on sait qu'un centre de pédiatrie sociale, ça vient au monde parce que la population du quartier le veut, sent le besoin puis décide. Alors, c'est toujours ça part de la base, approche organique, absolument. Oui. Et on sait que dans le Vieux-Hall, il y a là des stress qui sont extrêmement toxiques pour nos enfants, qu'on parle de trafic de stupéfiants, qu'on parle de travail du sexe, qu'on parle de gangs de rue. Les parents, les partenaires du milieu communautaire, les policiers, les institutions nous ont tous dit que c'est un quartier que les gens jugent dangereux pour les enfants. En même temps, c'est un quartier qui est un petit village magnifique, le Vieux-Hall. Et depuis qu'on s'est implanté il y a 1 an, bien, on a 250 enfants qui sont sous nos soins déjà. C'est beaucoup. Donc, on sait qu'on répond à un besoin. C'est une maison magnifique, celle-là. Oui. C'est 250 enfants, mais c'est aussi les familles qui gravitent autour. Absolument. Est-ce que aussi les familles sont invitées au centre de pédiatrie sociale? Toujours. Un centre de pédiatrie sociale, ce n'est pas une clinique médicale, hein, c'est une maison. Alors, c'est une maison où les enfants peuvent venir quand ils sentent le besoin. Alors, dans les 2 centres, on accueille les enfants pour la collation après l'école. Ils passent, ils viennent chercher leur collation, nous raconter leur journée. Puis les parents sont invités à venir en tout temps. Alors, on a des parents qui viennent prendre le café. On a, c'est particulier dans le Vieux-Hall, on a des mamans qui viennent même faire le ménage des bibliothèques en prenant leur petit café. Il y a toujours un intervenant qui est disponible. On accueille tout le monde toujours avec un bisou puis un câlin, les enfants, mais les parents aussi. Là. Ce sont nos grands partenaires, les parents. Ouais. Et pourquoi, Dr. Bureau, les familles vivent ces grandes difficultés-là? Est-ce qu'on est capable de mettre le doigt ou en tout cas de peu voir pourquoi on vit de si grandes difficultés? C'est sûr qu'à la base, il y a un manque de moyens financiers. Okay. Puis un manque de moyens financiers qui est chronique. Si pendant 1 mois, j'ai un manque de moyens financiers, je n'aboutis pas en pédiatrie sociale, puis il n'y a pas d'impact qui est toxique sur le développement de mes enfants. Mais il y a un manque de moyens financiers qui est chronique, qui ne permet pas à ces familles-là d'offrir la base à leurs enfants. Il faut le dire, ça. Et ensuite, la base étant? L'alimentation, un logement décent, un milieu sécuritaire, tu sais, c'est la base, là. La base. Donc, les moyens financiers ne permettent pas ça. Puis il faut dire que dans les dernières décennies, il y a eu une espèce de désengagement au niveau du tissu social, de la communauté. Alors, c'est sûr que ces enfants-là sont désormais uniquement portés par des parents qui ont des grandes difficultés. On leur demande beaucoup. Hein? C'est sûr qu'en pédiatrie sociale, on considère que ces enfants-là appartiennent à la communauté. Puis c'est à nous de les porter. C'est ce qui fait un peu la force de cette approche-là. Et aussi, j'imagine qu'on essaie par ça de briser le cycle aussi. Oui. Hein, et de redonner du pouvoir. Et de redonner du pouvoir. Quand j'y arrive pas comme parent, quand il manque de moyens, il ne manque pas de compétences, là, il manque de moyens, ça se peut que je me décourage à la longue, puis que je baisse les bras, puis que j'ai plus de voix. Puis quand j'ai plus d'espoir, là, bien moi, je suis dans le trouble, puis mes petits aussi. Donc, c'est sûr que nous, on va s'attarder. Ces parents-là, ce sont des parents qui sont compétents. Puis on va s'attarder à leur redonner des moyens, dans le fond, pour reprendre du pouvoir dans leur vie. Bien voilà, c'est ce que je voulais vous entendre parce que je suis certaine que ces familles-là ont des forces. Des grandes forces. De grandes forces. Ils ont juste le besoin de leur donner l'occasion de développer ces forces-là. Et en particulier, est-ce qu'on peut vous m'avez parlé au niveau financier, oui. Mais qu'est-ce que les parents ont comme force aussi? Bien, la première force, puis celle qui, moi, je trouve, est le moteur de leur engagement, puis c'est l'amour pour leurs enfants. Ces parents-là ont un amour extraordinaire, qui est le même amour que moi j'ai pour mes enfants. Puis ils ont de la fierté pour ces beaux enfants-là. Et c'est à cause de cet amour-là que
malgré tout, ils vont accepter de venir chez nous. Ils vont accepter de partager. Ils vont accepter de bouger. C'est vraiment le moteur de leur action. C'est très, très beau à voir. Fait qu'ils aiment leurs enfants, ils sont compétents. Puis, quand on leur redonne des moyens, on leur redonne ce pouvoir-là. C'est ça qu'on veut dans le fond. Des parents qui sont engagés, qui sont impliqués, puis ça donne des beaux enfants en bonne santé. Donc, c'est vraiment de travailler avec l'enfant, oui, avec le parent ou les deux parents pour leur redonner tout ce pouvoir et cette possibilité-là de donner un avenir, en tout cas, plus... De réussir les enfants, bien sûr. Puis la famille élargie. Oui. Puis le quartier, les communautés, toute la communauté. Puis en fait, c'est ça notre approche, c'est de se dire que ces enfants-là, ils n'appartiennent pas qu'aux parents, ils appartiennent à toute la communauté. Puis c'est chacun de nous qui doit se sentir personnellement interpellé quand on a un enfant qui est en difficulté pour lui venir en aide, puis pour dans le fond, aider son parent à réussir cet enfant-là. C'est ça le sens. Comme on dit, il faut toute une communauté pour élever... Ça prend un village pour élever un enfant. C'est un peu dans ce sens. Puis ce qu'on fait en plus, c'est de regarder tous les droits des enfants. Oui. Alors, non seulement on va s'attarder à regarder leur état de santé, leurs forces, leurs défis, on va regarder tous leurs besoins. On va aller voir ce qu'il y a dans leur petit cœur, quelle sorte de rêve ils ont, puis on va s'assurer que tous leurs droits sont respectés. Puis ça, c'est une force aussi, parce que quand on mise sur le respect des droits, là, on est dans des choses qui sont objectives. J'ai le droit de grandir en santé, j'ai le droit d'aller à l'école, j'ai le droit d'avoir une maison qui est salubre. J'ai le droit de dire non. Voilà, j'ai le droit d'être protégée. Oui. Alors, quand on fait ça, c'est sûr qu'on donne d'autant plus de force à l'enfant puis à sa famille. Donc, l'enfant, la famille, ils sont invités, là, la maison est grande ouverte, toujours. On ne prend pas de rendez-vous, on peut se rendre, prendre un petit café, jaser. C'est sûr que de l'extérieur, on a l'air un peu d'un centre communautaire parfois. Mais en fait, chacune des activités, qu'elles soient préventives, qu'elles soient curatives, est née des besoins que nos intervenants constatent chez nos enfants. Et puis, on se dit, ces temps-ci, il me semble qu'on a beaucoup d'enfants qui vivent de l'anxiété. OK, fait comment qu'on fait ça? Comment on fait ça autrement? Puis, on va bâtir une activité là-dessus. On a un groupe de gars qui sont des garçons qui peuvent avoir des difficultés à socialiser pour toutes sortes de raisons. Puis, on va les mettre ensemble, on va se pratiquer, on va devenir meilleurs. On a on a dans le viol, on a beaucoup de nouveaux bébés. Alors, on a des activités qui sont parents-enfants 0-1 an. Un groupe de parents ouverts où on vient jaser, puis ensemble, ils vont planifier la prochaine activité. Fait qu'on a-tu le goût de faire des purées ou on a le goût de parler de développement? Mais on va partir des besoins des enfants, des parents, pour bâtir toute notre programmation. C'est ce qui fait assurément un succès pour... Je pense que le fait qu'on soit une approche de proximité, c'est comme ça que le Dr Julien l'a voulu. Oui. Ça, c'est un ingrédient qui est important. Toute cette ouverture-là, toute l'intensité de service qu'on peut donner à un enfant, à la fois dans des activités formelles, dans ce qui se passe dans mon bureau en évaluation, dans ce qui se passe dans certains groupes thérapeutiques, puis à la fois dans l'informel. Le fait que tu viens prendre ta collation chez nous 5 soirs semaine, ça veut dire que tu es capable d'entrer en contact avec des adultes qui sont bienveillants, tu es capable de découvrir le monde, puis on te donne de l'intensité, là. On s'assure que tu vas mieux. Docteur Bureau, merci beaucoup et bon succès, bonne continuité. Vous êtes déjà dans 2 quartiers. Oui. On souhaite que vous... Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On sait qu'il y a d'autres quartiers où les enfants ont besoin. On est déterminés à étendre nos ailes encore. Encore merci, Dr Bureau. Merci. Vivre en famille, c'est une bonne façon de vivre en communauté parce qu'une famille, c'est comme une mini-communauté. Oui, tout à fait, Martin. Et puis, le jeune, quand il a la chance de grandir dans une famille qui est fonctionnelle, il va apprendre des valeurs d'entraide, de partage, de respect des autres. Vraiment, les organismes familles essaient de favoriser l'émergence de comportements parentaux permettant à chaque enfant d'avoir une expérience familiale qui est valorisante puis qui leur donne un beau modèle dans la vie. En terminant, on va entendre des témoignages de familles un petit peu particulières. Oui, les familles qu'on a rencontrées pour les témoignages, Martin, ce sont des familles d'accueil. Donc, des gens qui ont choisi de prendre des enfants sous leur aile pour vivre une relation familiale un peu différente. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Mon mari et moi, on a 3 enfants naturels et on accueille depuis près de 6 ans 2 enfants d'accueil, 2 frères.
Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de notre expérience en tant que famille d'accueil. Premièrement, le pourquoi on a choisi de devenir famille d'accueil. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu changer le monde, j'ai toujours voulu apporter une contribution au monde. Ça a toujours été important pour moi de faire une différence. Et j'ai toujours été insatisfaite. J'ai toujours pensé que ce que je faisais, ça ne répondait pas à ce besoin-là de changer le monde jusqu'à ce qu'on devienne famille d'accueil. Être famille d'accueil, c'est vraiment la chose que j'ai fait dans ma vie qui me satisfait le plus et qui me démontre que je fais vraiment une différence dans le monde. Moi, je pense qu'on est responsable en tant que société de ce qui se passe dans notre communauté. Tous et chacun, on a une contribution à apporter. Il y a quelque chose qu'on peut apporter au monde. Puis pour moi, c'est d'être une mère. Donc, c'est le choix qu'on a fait en tant que famille. C'est sûr que c'est un travail de famille. Ça implique tous les membres. C'est sûr que ça demande des sacrifices autant à mes enfants qu'à mon conjoint et à moi. Par contre, ça nous apporte énormément aussi. Ça nous apporte... Entre autres, on a appris la résilience, comment une personne peut s'adapter et être heureuse malgré plein de situations pas évidentes. C'est sûr que être famille d'accueil, c'est pas un travail facile, c'est pas un engagement facile à tenir. Mais on parle d'être humain, fait que c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère aussi. Puis des difficultés, on en rencontre. Les enfants qu'on accueille rencontrent énormément de difficultés aussi. Eux arrivent avec leur bagage de difficultés. Eux arrivent souvent hypothéqués. Puis ce qu'on rencontre, comme souvent, on n'est pas vraiment outillés. Moi, je pense que j'étais une idéaliste, puis je pensais qu'en accueillant des enfants en famille d'accueil, j'aurais juste à les aimer. Puis qu'en les aimant à pu finir, je réglerais tout. Le cerveau humain n'est pas comme ça, l'âme humaine n'est pas comme ça. Puis l'amour, c'est sûr que c'est la base de tout, mais il faut s'outiller, je pense. Il faut aller chercher de l'aide. Tu sais, on entend souvent plein de choses sur les centres jeunesse, puis le système n'est pas parfait, mais il est là. Puis moi, je ne suis pas parfaite comme mère, mais je suis là. Puis je pense que ça, c'est un des problèmes dans notre société. On a donc peur de ne pas faire parfaitement ou de ne pas faire assez, alors on ne fait pas du tout. Fait que oui, c'est sûr qu'il y en a des difficultés, mais on peut s'outiller, puis il y a des ressources, puis on peut apprendre. Puis c'est ce qu'on fait avec ces enfants-là. On apprend tous les jours, puis on apprend souvent sur le tas.